ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le métier trop peu connu de courtier en travaux avec Olivier Manot. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Olivier. Alors, pour la petite information, je ne connaissais pas Olivier avant il y a quelques temps. Il m'a contacté et j'ai beaucoup apprécié son approche parce que j'ai tout de suite senti qu'il était passionné par son métier. Son métier aujourd'hui, c'est être courtier en travaux. Sachez que courtier en travaux, c'est vraiment un partenaire qui peut être hyper intéressant pour nous, les investisseurs en immobilier. Je me suis dit, c'est génial, il va donc nous partager sa vision de son métier. Et en plus de ça, c'est vraiment un expert parce que au-delà du fait qu'il soit lui-même courtier en travaux, il forme également des courtiers en travaux à travers l'Institut de formation de courtiers en travaux qu'il a créé, l'IFCT, et dans lequel il forme également des courtiers en travaux. Donc, notre échange va être passionnant parce que lui-même est passionné. Salut Olivier, comment ça va ? Bonjour Dorine, ça va très bien. Alors, je suis ravie de t'avoir parmi nous. Je dis tout de suite aux auditeurs que je te connais très peu en réalité. C'est toi qui avais fait la première prise de contact. Donc, j'aimerais que tous ensemble, on te découvre, que tu nous partages un petit peu ton parcours déjà de si tu as fait des investissements, comment tu en es venu aussi à t'intéresser aux travaux. Donc, si tu peux nous expliquer rapidement où tu es né, ce que tu as fait comme études au départ, un petit résumé de ta vie jusqu'à maintenant déjà. Si ça prend un petit peu de temps, tu as le droit, hein. J'ai fait des études un petit peu dans beaucoup de domaines, ce qui fait que j'ai des compétences en architecture, en acoustique, en philosophie, en économie de la construction. Ma spécialité, parce que j'ai un pied aussi au CNRS, ma spécialité, c'est les phénomènes sonores les bâtiments anciens et particulièrement les abbayes médiévales. Donc une fois que j'ai dit tout ça, sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais voilà, j'ai été amené à peut-être pas faire de gros investissements immobiliers, mais mes opérations étaient plutôt d'acheter un bien qui était presque en ruine, d'en voir toute la potentialité, de par mon métier, mes compétences, de le rénover et de le faire rénover et de le revendre. Donc ça, tu as fait ça depuis quand en fait? Tu as commencé quand du coup l'immobilier? Bah, l'immobilier au sens large, l'architecture, ça remonte enfin, mes compétences en architecture remontent à 2005, entre 2005 et 2010. De faire des investissements et de revendre, j'en ai pas fait beaucoup, mais à chaque fois, j'ai fait d'énormes culbutes parce que j'ai acheté un bien, par exemple, 80 000 euros, et j'ai fait les travaux dedans, à peu près pour 150 000 euros. J'ai revendu 350 000 l'année suivante. Donc, de fait, ça fait des culbutes qui sont assez intéressantes, mais parce que je voyais qu'il y avait un gros potentiel, que j'avais pas peur de faire des gros travaux. Mais mon but n'est pas je gagne pas ma vie en faisant ça parce que c'était ma maison. Donc tu as fait ça dans tes résidences principales. Exactement. J'ai fait en résidence principale et puis donc je l'ai fait de manière très qualitative en me disant je vais habiter dedans. Et puis j'ai trouvé un autre lieu, je me dis ah mais là c'est encore mieux cet endroit-là. Donc j'ai acheté l'autre endroit, j'ai revendu l'autre et puis voilà, j'ai fait aussi des très beaux travaux. J'ai fait ça successivement sur 3 maisons et puis je conseille finalement aujourd'hui dans mon métier de courtier en travaux, j'accompagne beaucoup de gens dans leurs projets de rénovation. Quelquefois je les conseille ou je leur déconseille d'acheter le bien quand je vous expliquerai après peut-être dans les détails, mais je travaille aussi en synergie avec des agents immobiliers qui vendent des biens. Et leurs interlocuteurs, c'est quelquefois des gens qui ont envie d'acheter la maison, qui savent qu'il faut faire des travaux. Et quand je connais le prix de la maison et que tout de suite dans ma tête, j'arrive à savoir combien ça va coûter les travaux, je vais leur dire, ouh là là, ça va pas être très très intéressant pour vous. Et en off, je vais leur dire, enfin, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez gagner vraiment, n'achetez pas cette maison parce que ça va pas être intéressant financièrement pour vous. Donc ça m'arrive de conseiller beaucoup des gens. C'est un métier où on a vraiment un rôle de conseil dans l'investissement éventuel, parce qu'on sait très vite si le jeu en vaut la chandelle. Puis un conseil aussi après quand on est en phase travaux sur les options, les priorités, le phasage, essayer de trouver l'équilibre entre ce qu'on fait faire par des artisans et ce que les gens peuvent faire eux-mêmes.
les différentes manières de monter cela. Donc maintenant, je connais de l'intérieur assez bien ce métier. Puis comme j'accompagne depuis plusieurs années, maintenant c'est la quatrième année, des stagiaires qui se forment au métier que j'exerce, et ben je bénéficie du retour d'expérience et de l'accompagnement, parce que quand on accompagne des gens qui exercent ou qui vont exercer ce métier, toutes leurs questions sont des petites pierres à l'édifice pour améliorer et le contenu de la formation d'une part, et puis pour pouvoir être interrogé sur des questions auxquelles je m'étais pas forcément, que je m'étais pas posé. Ok, et parce que le truc que j'ai pas tout à fait compris, c'est que tu as eu un diplôme d'architecte à la fin de tes études d'architecture ou tu as fait des autres études? J'ai raccroché l'architecture justement parce que donc ma spécialité était donc d'abord en philosophie. Ok. Donc, j'avais travaillé le côté émotionnel. Et donc, j'ai travaillé les phénomènes sonores, leur résonance intérieure, psychologique, philosophique. Et ça, tu as fait du coup un doctorat en philosophie pour Oui, aller jusque-là. j'ai fait un doctorat. Et j'ai fait un doctorat. Et puis, comme je touchais au monde de l'architecture, je me suis dit, ben, il faut que je sois entendu. Et c'est un monde hyper fermé, le monde de l'architecture ou de l'enseignement en architecture. Je me suis dit, allez, tu prends ton courage à deux mains et tu te raccroches dans une filière d'études d'architecture. Donc, j'ai passé ce qu'on appelle un DPEA, c'est un diplôme en fait en post-master en architecture, donc ce qui m'a permettait après d'enseigner en école d'architecture. Donc, j'ai fait ça tout en faisant mon doctorat. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, tu es ultra diplômé. Ouais, mais bon, honnêtement, les diplômes, ça sert pour rentrer dans certaines sphères, mais c'est pas, ça sert à rien de raconter tout ce que j'ai fait comme diplôme. Tout ça pour dire que j'ai eu de la chance de rencontrer des gens très, avec des compétences variées, et que le jour de ma soutenance de thèse, en fait, aujourd'hui, en France, quand vous faites, même partout dans le monde, quand on soutient une thèse, que ce soit en physique, chimie, en philosophie, en architecture, vos interlocuteurs, votre jury, ne sont théoriquement que des gens de votre discipline. Et moi, je faisais un travail qui était pluridisciplinaire, qui touchait à la philosophie, à la théologie, à l'architecture, à l'acoustique. Et donc, j'ai demandé des dérogations pour que dans le jury, il y ait des gens de toutes les disciplines. Et en fait, on m'a interdit, on m'a dit, c'est pas possible. Donc, j'ai réfléchi à ce que quand même ces gens soient là, parce qu'ils sont donc dans l'auditoire. Et Et ça, c'était au moment du jury de ta thèse en philosophie. ouais, voilà, philosophie, théologie, et donc il y avait musique, architecture, et moi je voulais retrouver ce côté interdisciplinarité. Et donc aujourd'hui, je suis plus du tout dans le monde de l'enseignement, même si je continue à écrire, mais je suis plus en université ni en école d'architecture. Je suis sur le terrain, donc je rénove des maisons et je travaille avec des artisans, donc des gens qui ont un niveau CAP, BEP, Bac Pro, BTS quelquefois pour les chefs d'entreprise. Ils savent absolument rien de mon parcours d'avant parce que eux, ils sont liés au monde des travaux, ils touchent la matière. Et j'ai passé des heures au début, quand je me suis mis à côtoyer le terrain, si je puis dire, et moi je disais, par exemple, à un carreleur, est-ce que je peux passer l'après-midi avec toi? Je te regarde travailler, je te pose des questions. Il y avait des choses que j'avais apprises de manière théorique, mais j'avais besoin qu'il m'explique pourquoi il coupe à cet endroit. De voir, par exemple, quelqu'un qui monte un escalier en bois, de voir l'assemblage des pièces de bois, c'est fabuleux. Et donc, moi, j'ai passé une journée incomplète avec un gars pour le regarder monter son escalier. Et j'ai fait ça avec tous les corps d'État, tous les métiers. Je connaissais la théorie, donc j'ai une formation de maître d'œuvre, on peut dire ça comme ça, je suis pas architecte, mais je n'ai jamais vraiment taillé la pierre, j'ai jamais assemblé une charpente, je sais les principes d'assemblage, et c'est toujours passionnant d'être au quotidien, parce que maintenant je peux dire que il y a 2 jours par semaine où je suis sur les chantiers, donc j'y suis vraiment au quotidien. Et puis il y a 2 jours par semaine où je fais de la formation pour les gens qui se lancent dans ce métier pour qu'ils soient vraiment solides sur leurs pieds et puis dans leur tête pour accompagner. C'est super intéressant parce que, en fait, finalement, au départ, tu as commencé en étant quelqu'un de très théorique Oui, et tu bascules dans un métier très pratique. oui, Et je sais pas, dans mes observations personnelles autour de moi, j'ai l'impression que des fois, il y a des gens, tu vois, le concret, ça les attire moins que la théorie ou l'inverse, tu vois, où il y a des gens qui sont très concrets et qui sont moins théoriques. Et toi, finalement, tu as fait une sorte de bascule où tu t'es dit, tiens, je m'intéresse, enfin, tu as eu un déclic envers, bon, j'arrête les études, enfin, les études, les réflexions trop théoriques, et maintenant, je rentre dans la matière, comme tu dis, sur des choses concrètes. Enfin, tu as eu une évolution par rapport à ça ou comment? en fait, je pense que tu vois, il y a un livre qui est fabuleux qui s'appelle L'intelligence de la main. Et en fait,
On a l'intelligence de la tête, de la compréhension, de l'intellect, et on a aussi une intelligence concrète du toucher, de toucher la matière, de comprendre comment elle réagit. Tu peux avoir calculé et appris de manière théorique ces choses-là, on est par le calcul, par exemple, mais quand tu es avec le gars qui, lui, n'a pas fait les calculs, mais qui a ces petits trucs d'artisan, moi, je suis très bluffé parce que les artisans, ils utilisent des savoir-faire qui remontent à très très loin. Moi, j'avais appris en archéologie, si vous voulez, mais pour ceux qui ont la chance d'aller sur des chantiers, de voir que les choses de près se faire, et ces petites techniques qui peuvent s'expliquer par le calcul, en fait, eux, c'est une intelligence concrète de la main. Et puis, il faut voir. Donc, moi, j'ai passé aussi une journée ou deux, puis j'ai rénové certaines choses moi-même en ayant vu les artisans. Je me dis, moi, je vais essayer, je vais faire. Mais de sentir la texture d'un ciment, d'un béton, d'un enduit, et que l'artisan me dit, regarde, là, c'est trop épais. Et il me dit, bah, quelquefois, sur les sacs de ciment, de chaux, ils mettent des dosages. Je me dis, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Et donc, ils me disent, mais un petit peu comme quelqu'un fait la cuisine, tu vois, la pâte, là, la pâte à crêpes, là, elle est bien. Et tu regardes, tu fais monter, tu vois comment la crème ou la pâte s'écoule. Il me dit, là, c'est bon. Et ça, c'est fabuleux de comprendre comment finalement, avec eux, ils ont une intelligence concrète qui dépasse complètement les proportions théoriques, mais qui font que le rendu est magnifique. Et ça, tu l'as découvert par exemple sur ton premier chantier, la première fois que tu as acheté une RP délabrée à rénover, tu as découvert ça? Alors, j'ai toujours côtoyé des gens qui étaient passionnés par la matière, mais j'estime qu'en fait, mes études intellectuelles se sont prolongées, se continuent de se prolonger à l'école des artisans aujourd'hui. Et je pense que je n'ai pas terminé. J'ai 52 ans aujourd'hui. J'estime que j'apprends toujours, tous les jours, avec des gens qui ont appris autrement que moi et qui viennent compléter des choses que moi j'ai apprises par ailleurs. Donc, j'ai appris aussi parce que quand j'ai compris les histoires d'acoustique, là, justement, que certains bâtiments, comme des abbayes médiévales ou comme certains vieux cirques antiques, ils avaient été conçus comme des instruments de musique parce qu'ils sont réglés. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là parce on va partir dans des univers qui sont pas directement liés à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, mais pour dire que pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans un instrument de musique, j'ai passé donc des heures, des mois même à côté, avec des luthiers. Donc j'ai travaillé avec des luthiers, j'ai participé même à la création de violons, donc j'ai vraiment œuvré avec eux et j'ai senti la matière, les outils déjà donc depuis plusieurs années et j'ai toujours été un peu bricoleur. Donc j'aime bien le contact de la matière, mais je ne pensais pas rétrospectivement que je continuerais à apprendre beaucoup par l'intelligence de la main, quoi. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tu as rénové tes résidences principales à chaque fois en faisant des plus-values parce que tu as réussi à voir le potentiel là où peut-être des gens ne le voyaient pas et tu as réussi à le révéler et le mettre en avant. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que moi, j'adore les anciens bâtiments, donc c'est parfait. Mais à partir de quand tu t'es dit, ah mais attends, j'ai envie d'en faire mon métier? Enfin, parce qu'au départ, quand tu as commencé tes rénovations, tu n'étais pas encore courtier en travaux. Donc à partir de quand tu t'es dit, je vais en faire mon métier? C'était un petit peu simultané, je pense. Je cherchais en fait à me relocaliser. Donc j'habite en Bretagne. J'enseignais de temps en temps. Enfin, j'étais pas titulaire dans l'enseignement, donc j'avais plusieurs heures d'enseignement par mois à Paris. J'ai eu un moment quelques heures à Nantes. C'était pas un métier à plein temps. Donc j'ai gardé un pied dans le monde de la recherche, mais c'est dans les laboratoires du CNRS, on est très très peu à être rémunéré en fait. C'est plus une carte de visite qu'autre chose, mais il faut se débrouiller pour lever des fonds, pour trouver de quoi mettre en œuvre les éléments de recherche qui sont les nôtres. Non, c'est pas malheureusement. La recherche en France n'est pas très très bien financée, donc il fallait trouver à côté de quoi faire bouillir la marmite, tant qu'à faire que c'est un lien avec ce que je faisais. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert le métier d'abord d'assistant maître d'ouvrage, qui est un métier qui est connu surtout dans le monde des grosses opérations. Et donc j'ai fait ça, j'ai été assistant maître d'ouvrage pour des extensions ou des créations. Alors peut-être que tu peux expliquer rapidement le métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Oui, parce que c'est en fait c'est lié. Aujourd'hui, j'estime que le métier de courtier en travaux, il est en fait le glissement du métier d'assistant maître d'ouvrage auprès des particuliers. Parce que moi, je vois trois notions qu'il faudrait détailler. C'est assistant maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre et courtier en travaux. Comment tu distingues les trois, peut-être pour les gens qui nous écoutent?
part du principe qu'ils ne savent pas la différence entre les trois et pour eux, c'est flou. Comment t'expliques c'est quoi ces trois métiers? La plus grande différence entre les trois terminologies, c'est qu'il faut distinguer d'abord fondamentalement maîtrise d'œuvre, donc maître d'œuvre, et assistance à maîtrise d'ouvrage, qui sont deux métiers où, grosso modo, ceux qui exercent ces métiers ont exactement les mêmes compétences, mais on n'exerce pas de la même manière. Un petit peu comme un avocat et un juge. C'est des gens qui ont fait des études de droit, qui ont quasiment le même niveau de droit. Ils ont fait un bac+5 et les uns ont fait le concours pour être avocat, les autres de la magistrature sont devenus juges. Mais les uns, les avocats, défendent leurs clients. C'est l'assistant maître d'ouvrage. Il est à 100% du côté du client, de celui qui fait les travaux. Il est avec lui à 100%. Il doit défendre les intérêts de la personne qui fait les travaux. Il est à 100% et son contrat est un contrat qui le lie à la personne ou à une structure morale, si c'est une SCI par exemple, enfin, peu importe. Il a un contrat et il doit défendre les intérêts et son but, c'est de faire que le client fasse l'opération la plus rentable, la plus judicieuse, la plus performante et la plus aboutie sans se faire avoir. Ok. Alors que le maître d'œuvre, il va avoir aussi un contrat avec la personne, il va être payé en partie, mais il est du côté des artisans. Ce qui est un petit peu différent, il est du côté de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de la réalisation, et il a une assurance décennale pour ça, et il est couvert sur la qualité et la qualité des travaux. Alors que l'assistant maître d'ouvrage, il n'a pas de responsabilité, on va dire, sur la qualité, savoir si c'est bien fait, pas bien fait, mais il a plutôt, sa responsabilité va être dans le conseil, dans la stratégie, dans le choix des entreprises, dans la vérification qu'il y a une adéquation entre le devis qui a été signé et ce qui est effectivement réalisé, alors que le maître d'œuvre, lui, il va vérifier davantage que les techniques de construction sont bien mises en œuvre, et c'est lui, il va même s'engager en disant, bah oui, oui, là, vous pouvez mettre un IPN de cette taille-là, ou il va même dire aux entreprises, tu mets un IPN de cette taille-là. Alors, pour information, pour les auditeurs, il y en a qui savent peut-être pas ce que ça veut dire un IPN. L'IPN, c'est quand on casse, par exemple, un mur porteur et qu'on doit solidifier, on met une Un linteau, grosse part en fer, voilà, le linteau, pour que comme un tout rack de chemin tienne. de fer. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un IPN. Quand on veut faire, du coup, c'est une forme de I, en fait, avec la section de la structure s'appelle I, quelquefois il y a un H, c'est plus une forme de H, on appelle ça HPN, du coup. Voilà. Et donc, le maître d'œuvre engage sa responsabilité sur certaines techniques de construction. Tandis que l'assistant maître d'ouvrage, même s'il a aussi une certaine compétence pour pouvoir le dire, il va dire, on va pouvoir mettre un IPN, mais par contre, on demandera à l'artisan de calculer le dimensionnement, la section de l'IPN, voire on fera appel à un bureau d'études si la technique est un peu compliquée. Il ne va pas s'engager, il va pas engager sa responsabilité sur la technique, mais il va donner un conseil. Ok, ouais, ouais. Non, mais c'est très clair. Je pense que ton explication était très claire déjà entre maître d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, assistant à maîtrise d'ouvrage. Et le danger, justement, pour les assistants maîtres d'ouvrage, c'est de glisser vers la maîtrise d'œuvre. Et de la même manière, il peut y avoir une ambiguïté. C'est de la même manière qu'un juge n'a pas le droit de prendre la défense de quelqu'un dans un jugement, il doit normalement être impartial. C'est les avocats des deux parties qui vont défendre l'un ou l'autre. Mais le juge, il doit, sur la base de ce qui est dit, se faire un avis, éventuellement demander le conseil ou le discernement de juré quand on est en cour d'assises. Et donc là, l'assistant maître d'ouvrage, il défend strictement son client et normalement, il doit avoir une transparence mais il doit pas, et il doit faire attention parce que si en cas de litige, si un jour il y a un problème et que les artisans peuvent dire oui, mais c'est l'assistant maître d'ouvrage qui nous a dit de me faire le linteau de cette taille-là, par exemple, et ben de fait, l'AMO, l'assistant maître d'ouvrage, il aura été trop loin, il aura tenu une position de maître d'œuvre, ce qui est totalement interdit. On n'a pas le droit, c'est ce qu'on appelle de l'immixtion. On n'a pas le droit de s'immiscer dans une partie qui n'est pas la nôtre, en fait. Et par exemple, typiquement, si quelqu'un impose quelque chose à un maître d'œuvre et que le maître d'œuvre il dit non, pour moi, si on fait un IPN de telle taille, je ne peux pas garantir, enfin, ma garantie décennale ne peut pas courir parce que moi, je ne cautionne pas cette façon de faire, bah, normalement, le maître d'œuvre, il devrait mettre aussi un stop. Tu veux dire, s'il y a un artisan, Bah non, mais quand t'expliquais par exemple que l'assistant à maîtrise d'ouvrage essayait d'imposer finalement une façon de faire à un maître d'œuvre alors que c'était pas de son ressort,
c'est aussi au maître d'œuvre de mettre un stop en disant non, ça, c'est pas ton métier. Oui, Moi, je n'ai pas envie de mettre une garantie décennale là-dessus et c'est moi qui suis engagée. oui, tout à fait. L'artisan, le maçon ou le charpentier qui va engager sa responsabilité sur la structure du bâtiment, normalement, c'est lui qui calcule la dimension. Ok, mais en tout cas, c'est très clair ton explication. Et ensuite, je me posais la question par rapport à un architecte. Finalement, l'assistant à maîtrise d'ouvrage travaille avec l'architecte. Il peut-être, donc l'architecte est du côté de la maîtrise d'œuvre aussi, hein. C'est quelqu'un qui a Maîtrise un niveau d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, du coup? maîtrise d'œuvre. Donc, il n'est pas du côté du client, forcément, du coup. Il est. Alors, disons que n'importe qui a les compétences en architecture, que ce soit un architecte, un maître d'œuvre, nous pouvons, lorsqu'on a des compétences en architecture, nous pouvons exercer soit du côté de la maîtrise d'œuvre, soit du côté de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais il faut être très clair, avec un même client, c'est strictement interdit d'être et maître d'œuvre et assistant maître d'ouvrage. Il faut choisir la posture que l'on a vis-à-vis de notre client. Et donc un architecte, dès lors par exemple qu'il va faire le permis de construire, il va faire les plans, il est du côté de la maîtrise d'œuvre. Si un architecte, et j'en connais, on en a même formé qui sont venus pour devenir courtier en travaux, assistant maître d'ouvrage dans notre structure de formation, les architectes ils peuvent choisir d'exercer non plus du côté de la maîtrise d'œuvre, mais se dire, moi je vais aller en assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que de fait, c'est pas soumis à décennale, donc c'est plus souple en termes de responsabilité. Mais il faut être très clair qu'il ne soit pas tenté de se dire, bah, je vais vous faire les plans parce que je sais faire les plans. Et c'est différent, par exemple, un architecte, ça va vous donner aussi des choses. Un architecte ou un maître d'œuvre, lorsqu'il dessine des plans, il a des droits d'auteur sur ces plans. C'est les plans de l'architecte. Quand on est assistant maître d'ouvrage et qu'on accompagne quelqu'un qui a son projet, et les trois quarts des gens qui ont des projets de rénovation de maison ou d'extension, et ben quand je les rencontre pour la première fois, ils ont déjà un bout de papier où ils ont déjà dessiné les contours de ce qu'ils imaginent. Donc en fait, ils ont un croquis souvent. Ouais. Sinon dans la tête, au moins sur le papier, ou alors ils ont utilisé un petit logiciel qu'ils ont trouvé sur Internet et ils ont déjà fait un petit quelque chose. Donc en fait, l'assistant maître d'ouvrage a le droit de, je mets entre guillemets, mettre au propre le dessin de son client. Mais ça reste le dessin du client. Il n'a aucun droit d'auteur, il ne va pas signer en bas du plan monsieur l'architecte ou monsieur le maître d'œuvre. Non, il exerce comme assistant maître d'ouvrage, donc il va mettre au propre les plans du client, et les clients, du coup, c'est leur plan. Moi, je les fais signer le client en disant, ah, c'est bien vos plans, j'ai bien mis au propre ce que vous vouliez, ce qu'on s'est dit, et c'est les plans du client. Il n'y a pas de droit d'auteur sur ces plans. Alors qu'un architecte, s'il a, par exemple, il a dessiné un bel escalier un peu particulier en colimaçon, quelque chose d'unique, il l'a mis sur les plans, en fait, il a non seulement des droits d'auteur sur le plan, mais sur la réalisation. Et si après vous revendez la maison dans les 10 ans, dans les moins de 10 ans, et que l'escalier est un escalier d'architecte, vous n'avez strictement pas le droit de toucher à l'escalier. C'est une œuvre d'art de l'architecte liée à des plans, donc c'est protégé, Et pendant 10 ans, on ne peut pas, du coup, modifier cette. même jusqu'à 70 ans. Ah ouais, donc ça donne pas envie de prendre un architecte parce que tu te dis, je peux plus changer ma maison pendant 70 Bah, ans après. disons que c'est très rare que l'architecte. Oui, oui. En gros, pendant 10 ans, l'architecte, il a quand même des droits de regard, surtout quand c'est des choses connues. Si sur son site internet, Oui, si c'est quelque chose de public en voilà, moi j'ai eu plus. le cas par exemple au CNAM à Saint-Brieuc, en Bretagne, il y a un magnifique escalier en fer forgé qui a été dessiné par un architecte, et j'ai été sollicité par le directeur du CNAM pour une amélioration acoustique de tout le hall d'entrée dans lequel il y a cet escalier, mais c'est une catastrophe acoustique dans ce volume, et il fallait donner des conseils, mais inévitablement, il fallait mettre entre guillemets, un peu en boîte l'escalier pour faire du cloisonnement, des absorptions acoustiques. Mais malheureusement, j'ai dit, bah, on va demander quand même l'autorisation à l'architecte si on ne peut pas, non pas modifier l'escalier, mais l'habiller un peu. Et l'architecte a dit, il est hors de question. Et on n'a rien pu faire. Ah ouais. Ah, donc hyper intéressant. Ouais. Donc, de comprendre que l'architecte, il a vraiment un métier avec des sortes de droits d'auteur parce qu'il est concepteur. Et alors que Ouais, l'assistant ouais. maître d'ouvrage, alors c'est un autre métier, hein. C'est ni mieux ni moins bien parce qu'on on peut pas faire exactement les mêmes choses. Mais on est dans un rôle de conseil, on laisse, on va dire, le maître d'ouvrage face à ses responsabilités et ses choix, et on va lui dire, bah, si techniquement les choses ne sont pas possibles, on demandera confirmation aux artisans. Pour résumer, maître d'ouvrage. Typiquement, le maître d'ouvrage,
on est d'accord, c'est moi, c'est le client, Oui. c'est l'investisseur. Le maître d'ouvrage, c'est celui du coup qui décide, qui est le chef de la conception de ce qu'il veut faire. C'est lui qui décide, je veux faire ça pour tel budget. En dernier ressort, c'est le donneur d'ordre, c'est lui qui décide tout. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est celui donc qui va assister et aider le client, Oui. donc nous, pour réfléchir et essayer d'aider à challenger les gens qu'on va avoir en face. Donc, j'utilise un mot un peu en anglais, mais aider à mettre en concurrence un peu tout le monde qui va être dans l'ouvrage, donc le maître, enfin la partie ouvrage, dans le sens où concrètement, je vais faire les choses. À toutes les étapes, Voilà. l'assistant maître d'ouvrage, alors il peut rentrer à n'importe quel moment, mais c'est très intéressant de l'avoir dès le départ. Voilà, donc ça, c'est la personne qui va nous aider en tant que clients qui n'ont peut-être pas forcément d'expérience en travaux, d'être assistés de quelqu'un Oui. qui a plus d'expérience pour négocier les prix, pour comprendre les propositions, les comparer, etc. Ensuite, la partie maître d'œuvre, c'est les gens qui vont effectivement faire le projet. Donc toi, tu plaçais l'architecte plutôt du côté exécuteur, Oui. et donc le maître d'œuvre, ça peut être l'architecte peut être lui-même un maître d'œuvre en fait. Oui, en fait, l'architecte a un niveau au-dessus du maître d'œuvre dans le vocabulaire. Il y a des gens qui ont sur leur carte de visite, ils ont maître d'œuvre, ils ont le droit de faire de la construction neuve, par exemple, jusqu'à 150 mètres carrés. Ok, alors que voilà, c'est une question de niveau de diplôme, entre guillemets, ou d'habilitation. Donc, du coup, le maître d'œuvre, c'est comme un architecte, mais avec un petit peu moins d'habilitation peut-être qu'un architecte. Exactement. Et donc, le maître d'œuvre, lui, son travail, ça va être de coordonner tous les artisans, ou en tout cas les gens qui vont faire les choses, quoi. La partie terrain. Le maître d'œuvre a une fonction de prescription, c'est-à-dire qu'il est donneur d'ordre sur la mise en œuvre. Voilà. Et le mot donneur d'ordre, il est important parce qu'il implique du coup sa responsabilité de constructeur. Et l'artisan pourra dire l'architecte ou le maître d'œuvre m'a dit de faire comme cela. Et donc, on peut faire modifier à la limite un maître d'œuvre sur un chantier, peut dire à un plaquiste en disant non, finalement, tu décales la cloison de 10 centimètres. À partir du moment où il fait ça, l'artisan va le déplacer. Et si pour X raison, dans les 10 ans qui suivent, eh ben, ce conseil-là n'était pas le bon et qu'il y a une fissure qui apparaît, eh ben, l'artisan va dire, mais ce jour-là, c'est le maître d'œuvre qui m'a dit de décaler la cloison, et donc il a engagé sa responsabilité, il est constructeur. Un assistant maître d'ouvrage ne va pas faire comme ça. Il ne va pas dire tu décales la cloison, sauf si c'est de 1 centimètre, c'est pour des histoires d'esthétique, mais si ça peut toucher à la structure d'un bâtiment, il ne va pas faire rehausser une pièce de bois dans la charpente en disant bah, là, le plafond va être trop bas, donc tu me rehausses ça de 10 centimètres. S'il dit ça tout seul et qu'il s'est reporté sur un compte-rendu ou un échange de mails, s'il y a un pépin un jour, eh ben, il coule sa boîte, hein. Exactement, parce que du coup, comme tu disais, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, tout comme le maître d'ouvrage, en fait, même le client, Oui, on n'est pas donneur d'ordre. Donc, en fait, on n'est pas là pour dire exactement comment les artisans doivent faire leur travail, ni de déplacer des oui, cloisons, parce que finalement, on enlève la responsabilité de la partie maître d'œuvre, qui est la garantie décennale, et on peut pas que oui, quelqu'un ne peut pas nous garantir que ce qu'il fait va être solide et durer dans le temps si on lui dit de faire des choses bancales. Donc, c'est pas à nous de. exactement. Donc, en réalité, dans le quotidien, moi, je sais que dans les échanges qu'on a eus avec notre maître d'œuvre, parfois, on lui disait ah, mais ce serait tellement bien de casser cette cloison pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Normalement, un bon maître d'œuvre dit bah, écoutez, madame ou monsieur, ça, je ne recommande pas, c'est pas possible, et moi, je peux pas être garant de ce genre de changement. Parce que d'un point Mm. de vue technique, c'est pas possible pour moi, et moi, je ne fais pas ce genre de travaux. Normalement, un bon maître d'œuvre ne va pas suivre les ordres de n'importe qui en disant tu peux casser cette cloison et puis qui dit ah bah tu m'avais dit de la casser. Bah normalement non, non. Enfin j'espère pour vous quand même que Oui, vous oui. avez des maîtres d'œuvre qui disent bah non, c'est moi qui dis quelle cloison j'ai le droit de casser ou pas quoi. Effectivement, sur des petites opérations, les interlocuteurs, c'est uniquement des artisans, s'il y a un maître d'œuvre ou un architecte. Et puis même eux-mêmes, quand ils ont un doute, ils vont se couvrir, ils vont dire, oh, on va demander une étude technique à un bureau d'études et ils vont se cacher derrière un ingénieur structure ou un ingénieur qui va faire les calculs et qui va leur dire le dimensionnement exact de la structure en métal ou en bois. Et ils vont se cacher derrière parce que quelquefois, les architectes sont plus
artiste que Mais technicien. complètement, en l'occurrence, pour notre résidence principale, on avait des problématiques aussi, enfin d'ailleurs dans tous les immeubles, on a eu des problématiques de murs porteurs et de choses comme ça, mais souvent, quand c'est un petit peu plus technique et un petit peu plus dangereux, ils aiment bien dire, ah bah va falloir faire venir un cabinet d'études, enfin, parce qu'au niveau des assurances, ils savent que bah, du coup, ils seront tranquilles, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, donc du coup, moi ce que j'ai envie, c'est d'être utile aux auditeurs qui veulent investir. Moi, je sais que nous, on n'a jamais fait appel à un courtier en travaux, comme le terme, comme tu dis, ou maître d'ouvrage. Nous, ce qu'on faisait, et c'est pour ça que j'ai envie qu'on en débatte et qu'on voit un peu ensemble comment on peut faire autrement. Nous, ce qu'on faisait, c'était de prendre une entreprise générale qui après avait ses sous-traitants. Et du coup, on avait comme interlocuteur un maître d'œuvre. On faisait appel uniquement à des architectes au moment des dossiers aux architectes du bâtiment de France pour faire valider les travaux, etc., pour la partie plus administrative, mais pas du tout pour la partie déroulée. Une fois qu'on avait l'autorisation des travaux, on avait les plans, on savait vers où on allait. Et l'architecte n'intervenait plus du tout à partir de Oui, ce moment-là. Et le maître d'œuvre, son intérêt, c'est qu'il chapeautait tout le projet, il gérait les artisans, nous on était à distance, donc on était content d'avoir un maître d'œuvre qui gère tout, et on faisait un point de mm, chantier avec un seul interlocuteur. Donc ça t'évite oui. d'avoir le plaquiste qui dit que c'est la faute de l'électricien, qui dit que c'est la faute du plombier, qui dit que c'est la faute du plaquiste, qu'ils sont en retard, quoi. Donc du coup, par rapport à ça, comment toi tu vois le courtier en travaux? Pour qui est-ce que ça pourrait être intéressant de faire appel du coup à, comme tu dis, assistant maîtrise d'ouvrage ou courtier en travaux finalement? C'est quelqu'un qui va t'aider à lancer la machine, en tout cas à trouver les devis. Comment tu vois ce métier et qui devrait faire appel à ça? Norine, ça m'intéresse en fait d'entendre un petit peu comment toi tu as fonctionné. C'est-à-dire que tu as évoqué à un moment un architecte qui a sans doute défini, vous aidé à définir les choses, qui a fait éventuellement le permis de construire. Après, il a délégué ou mandaté un maître d'œuvre qui a été plus en phase travaux, qui a été sur place, que vous aviez peut-être pas vu au départ, ce maître d'œuvre. Et en parallèle, vos interlocuteurs, c'était une entreprise générale du bâtiment. Ouais, alors en fait, pour être exact, ce qu'on faisait souvent, c'est que d'abord on contactait mais c'est intéressant pour les auditeurs. Souvent, d'abord, on contactait des entreprises générales parce que nous, on était à distance, donc on n'allait pas réussir à faire les travaux sur place. Et à l'époque, c'est vrai que on a fait ça, on a commencé en 2016. Je sais pas pourquoi, courtier en travaux, c'était même pas quelque chose qui nous avait traversé l'esprit. Enfin, on avait C'est pas trop connu encore, ça existe déjà, mais très peu connu. Maintenant, on en entend plus parler avec nos coachés. Il y en a plusieurs qui font appel à des courtiers en travaux. Mais avant, il n'y avait pas. Donc, nous, on a fait entreprise générale. L'entreprise générale nous expliquait qu'il fallait les autorisations des architectes du bâtiment de France, oui. etc. Et donc, voilà. On disait, bah, est-ce que vous connaissez un architecte à nous recommander? Le maître d'œuvre avait l'habitude de travailler avec un architecte. Du coup, on faisait appel à l'architecte. Mais en réalité, l'architecte, c'était juste un tampon avec l'administration parce que l'administration aimait bien que ce soit un architecte qui dépose le dossier, mais en réalité, l'architecte, on lui disait, bah, en fait, on va découper ça en 6 appartements de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Pendant la visite, il nous donnait quelques idées, mais en soi, on lui demandait pas un travail créatif, mais vraiment un travail administratif, quoi. Oui. Je sais pas si tu vois, voilà, c'était juste pour te dire comment on faisait. En fait, beaucoup d'architectes aujourd'hui ont réduit leurs compétences et leur contour de leur métier à la rédaction et la mise en forme du permis de construire. Et on a vu naître des métiers en parallèle, soit maîtres d'œuvre qui sont associés à l'architecte, soit ce qu'on appelle OPC, des gens qui sont sous-traitants de l'architecte pour le suivi de travaux. OPC, c'est ordonnancement, pilotage de chantier. Donc, c'est des gens qui sont... L'architecte ne va plus sur le terrain. C'est pas lui qui va choisir les entreprises et à la limite, il est là à la réception des travaux, mais c'est très rare. Donc en fait, le métier d'assistant maître d'ouvrage ou de courtier en travaux assistant maître d'ouvrage est un métier qui a fait irruption dans un contexte où quand on s'engage dans la rénovation, une grosse rénovation d'un immeuble, d'un bâtiment, d'une maison, en fait, humainement, c'est très rassurant quand la personne est là au début. Elle est là au moment de la négociation des devis et elle est là tout au long du suivi et elle va assurer un fil rouge tout le long. Les architectes, autrefois, comme les médecins de famille, eh ben, ils se déplaçaient jusque chez les gens. Aujourd'hui, c'est quasiment plus possible. Les architectes ne sont plus là, ils sont là au début. Une fois que vous avez le permis de construire, débrouillez-vous. Et en gros, c'est ça qui se passe. Et à la limite, on vous donne des filons en disant, vous pouvez contacter de ma part un tel. Et donc, le métier d'architecte, en fait, est en train de perdre la face aujourd'hui dans l'univers social. Et c'est plus un métier qui est au contact fort de l'investisseur. Et c'est très dommage parce qu'ils ont vraiment, théoriquement, ils ont toutes les clés, ils ont tous les outils pour ça, ils sont bien formés.
mais ils ont délaissé parce que quelquefois les chantiers sont un peu trop compliqués et ils veulent plus prendre la tête avec les difficultés de chantier. Et donc est né ce métier d'assistant maître d'ouvrage pour les particuliers qui va vous accompagner de A à Z. Et la grande force qu'a, et en tout cas moi j'ai inscrit fortement dans la formation cet aspect-là, c'est que, et pour l'investisseur, c'est fondamental. Dès le début, l'assistant maître d'ouvrage, il peut vous dire combien ça va coûter. Un architecte ne va pas vous le dire. Il a un peu de métier, il va dire grosso modo, ça va coûter 200 000, mais il ne va pas s'engager. Alors que l'assistant maître d'ouvrage, lui, il a fait des études pour calculer et il s'engage au moment du contrat initial d'assistance maîtrise d'ouvrage. Il dit, moi, je vous fais les travaux pour telle enveloppe. Ah, ça, c'est génial. Et ça, c'est important. Et c'est très important parce que du coup, quand je visite un bien avec des gens qui ont un projet d'investissement, le lendemain, je leur fais un mail en disant, ça va vous coûter entre temps et temps. Ça m'inspire plein de questions. Donc, par exemple, imaginons, c'est vrai que contacter directement les entreprises générales, quel est l'intérêt de passer par un courtier en travaux ou une entreprise générale? Par exemple, on se pose la question, j'achète un immeuble là, je contacte qui plutôt? Une entreprise générale ou un courtier en travaux? C'est quoi les avantages, inconvénients? Et bah, c'est très facile. Je vais caricaturer. Le courtier en travaux, grosso modo, on va parler fric, on va parler sous, on va parler Ok, investissement. Le courtier en travaux, grosso modo, lui, il va se rémunérer, une partie de son rémunération, c'est du courtage. Donc, les entreprises lui reversent une commission. Et ça, c'est un des points qu'il faut que vous vérifiez si vous travaillez avec un courtier en travaux, c'est combien il prend en commission. Mais à la louche, en tout cas, moi, c'est ce que je fonctionne entre les honoraires que le client, c'est-à-dire vous allez me reverser si je vous accompagne, et ce que les entreprises me reversent, moi, je vais prendre 10 à 12% au total. au total de tout, d'un accompagnement de A à Z. Si tu as 100 000 euros de travaux, moi, là-dessus, je vais demander 12 000. Ok, Une partie va être reversée par les artisans, une partie par mon client, par ok, l'investisseur. Avec le courtier en travaux, vous allez travailler avec un courtier en travaux et avec des petites entreprises. Le fait de passer par des petites entreprises, c'est-à-dire moins de 7, 8, 10 salariés, souvent, il n'y a pas de secrétaire comptable derrière, il n'y a pas de salaire caché. Et l'artisan, le patron d'entreprise, c'est lui qui fait ses devis souvent. Donc, par rapport à une entreprise générale du bâtiment, vous allez économiser 20% sur tous les devis. D'un côté, vous avez le courtier en travaux qui va vous prendre 12%, vous allez économiser 8% en travaillant avec un courtier en travaux et des petites entreprises et pas les entreprises générales. ok. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que le courtier en travaux, en général, marge moins que l'entreprise générale du bâtiment qui Oui, peut-être a plus en plus de coûts inhérents à son activité. exactement. Ils ont un coût de fonctionnement parce qu'il faut payer le patron, qui lui, l'entreprise générale, lui, c'est pas lui le maçon, c'est plus lui le maçon. Il doit coordonner, gérer ses sous-traitants. S'il a effectivement des sous-traitants, il y a très peu d'entreprises générales qui effectivement est tout corps d'État, c'est-à-dire c'est très rare une entreprise générale où le patron, il a effectivement trois maçons, trois charpentiers, trois plombiers. Oui, oui, ils sous-traitent, ouais, ouais, la plupart. Jamais vu quelqu'un qui sous-traitait pas tout, ouais, ouais, ouais. Et il fait une marge sur ses sous-traitances. Donc, lui, il va marger. Et comme il doit payer sa secrétaire, il doit se payer lui-même, il y a au moins trois salaires qui doivent être rapportés par les artisans. Donc, s'il a 15 artisans plus ses sous-traitants, donc au final, un devis tout corps d'État qui coûterait, on va dire, 120 000, si on passe par les petits artisans, va vous coûter 100 000. Bien sûr, vous avez une sécurité, mais vous n'avez que l'entreprise générale du bâtiment qui est, du coup, de la maîtrise d'œuvre. Ils ne seront pas 100% de votre côté. Eux, leur but, c'est de faire du fric sur le bâtiment. Je suis un peu trivial en disant ça. Et s'ils peuvent un petit peu vous avoir sur les matériaux et pas mettre exactement ce qu'ils vous ont mis dans le devis, puisque vous n'êtes jamais sur le chantier, au lieu de mettre de l'isolant de 120, ils vont mettre du 100, et ben vous verrez jamais. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, moi, la question que je me pose, c'est le courtier en travaux, du coup, va contacter séparément les entreprises et j'imagine que de toute façon, un courtier en travaux, il a Il a son l'habitude, réseau. il a son réseau local, il connaît les bons artisans avec qui il a déjà travaillé, etc. Donc, Oui. c'est quand même plus facile. Mais qui fait la maîtrise d'œuvre dans le sens où qui chapeaute un peu tout le monde et coordonne les gens sur le chantier avec un courtier en travaux? Le courtier en travaux AMO, assistant maître d'ouvrage, va proposer une prestation d'assistance au suivi de travaux. Ok, On joue un tout petit peu sur les mots, on ne fait pas du suivi de chantier, mais on fait de l'assistance à suivi de travaux. C'est-à-dire qu'on fait une photographie à instant T de où en est le chantier. Et par exemple, dans ma manière de rédiger un compte-rendu du chantier, je ne vais pas dire, attention, là, le plaquiste n'a pas bien fait ceci, il faudra faire cela. Je vais par exemple faire une photographie de l'endroit du truc où il y a un problème. J'ai dit,
N'y aurait-il pas un problème ici? Point d'interrogation. Et donc, en fait, je pose une question et je fais des remarques, des observations. Et effectivement, c'est en photo, c'est dans le compte-rendu, les artisans, ils voient bien qu'il y a un problème. Donc, je les renvoie face à leurs responsabilités. Ou alors, je vais dire, là, je vois que l'espacement entre les rails de placo, là, c'est 70, c'est normal. Alors, je sais très bien que ça doit être 60. Mais je constate un problème. Et alors, s'il y a un problème grave, je vais, par exemple, je vais vous appeler en disant, bah, vous êtes les investisseurs. Là, je constate qu'il y a un vrai problème parce que, par exemple, ils ont mis de, de, de l'isolant 10 au lieu de mettre de l'isolant 12 et que sur votre devis, vous avez signé pour 12. Je prends une photo, je mets mon mètre dessus, je dis, bah, regardez, là, il y a que 10. J'envoie la photo à l'investisseur. Je dis, bah là, il y a un problème. Mais comme il faut tout démonter, la structure du ferraillage et remettre tout comme il faut, là, je préfère que vous me fassiez un petit mail en me disant que vous demandez que tout soit refait correctement, conformément au devis. Et moi, du coup, je vais voir l'artisan parce que c'est un point de litige compliqué où il faut tout démonter. Ouais, donc tu peux aussi trouver des solutions, Voilà. éventuellement aviser de ne pas démonter, mais du coup, il te fait un truc en plus. Enfin, tu négocies Il du coup. faut, il faut que le maître d'ouvrage me dise, je vous demande de dire ça à l'entreprise quand il y a un point litige. Mais je vais être là, j'ai les mêmes compétences, je sais voir ce qui est conforme, non conforme, et je vais accompagner, vous donner des outils, par exemple, pour faire respecter le phasage des travaux. Donc, je ne vais pas faire un planning travaux comme ferait un maître d'œuvre, parce que rédiger un planning et l'imposer et le faire imposer aux entreprises, c'est un travail de maître d'œuvre. Par contre, je vais organiser la première réunion de chantier avec vous, par exemple, et je vous aurais déjà aidé en amont. Vous allez me dire, mais vous allez me dire, Olivier, ça va durer combien de temps les travaux? Alors, il y a deux approches. Soit si vous me posez la question comme ça en disant, ça va durer combien de temps? Et moi, je sais dans ma tête que ça va durer 7 mois si tout va bien. Et je vais vous dire, il y en a pour 9 mois. Je préfère que j'arrive à vous le faire en 8 mois et que je vous ai annoncé 9 mois. Donc, je vais rajouter un coefficient de sécurité dans ma tête. Quand les gens comprennent ma manière de travailler, je vais leur dire, voilà, si tout allait bien, ça serait 7 mois, mais je préfère vous dire 9 mois. Préparez-vous à 9 mois parce que il y a des aléas, quelquefois climatiques, quelquefois Covid, quelquefois autres. Peut y avoir des choses compliquées, des artisans qui quittent l'entreprise parce qu'ils ont une offre d'emploi plus intéressante. Et donc, un charpentier, s'ils sont trois, qui d'un jour au lendemain, ils sont plus que deux, ben, il faut faire face à tous les chantiers pour lesquels ils avaient validé leur devis. Ils ont quelquefois des contingences qui vont faire que, bah, ils vont être en retard sur votre chantier parce que le gars, il a démissionné, il est parti chez un concurrent. Et ça peut arriver quand c'est une petite entreprise, inévitablement, ça va avoir une incidence sur votre propre chantier. Donc, je préfère anticiper ces paramètres-là et vous dire, voilà. Et puis, il y a une autre chose qui m'arrive, mais c'est, par exemple, vous me dites, voilà, moi, j'investis dans un restaurant, j'ai 4 mois pour faire les travaux. Donc ça arrive aussi. Et donc, je viens de terminer 2 chantiers comme ça où j'avais 4 mois, mais qui, dans un cas de figure normal, auraient dû prendre 9 mois. Mais le challenge, c'était, Olivier, est-ce que tu peux nous faire les travaux en 4 mois? Et donc là, c'est une autre approche, mais qui peut être aussi liée à des incidences financières, liées à des montages. Et donc, dans ce cas-là, je leur dis, oui, ça va être possible, mais il faut que vous acceptiez que les devis, je ne pourrais pas les négocier de la même manière. C'est-à-dire que je vais faire monter sur la pile, donc ça va être possible, mais les artisans, si on leur dit à l'avance, c'est dans 4 mois, c'est le challenge, c'est le défi, est-ce que tu es capable de me le faire? Il me dit oui si tu mets 15% de plus. Bah oui, forcément, pour qu'ils priorisent le chantier parce qu'il y a une bonne raison de le prioriser. Et ils vont être capables de bosser même le samedi s'il faut, ils vont mettre les bouchées doubles parce qu'ils se sont engagés à un challenge. Et si en plus, eh ben, il y a les réseaux sociaux qui suivent ça et tout, et qui sont dans la boucle, et qui voient le chantier qui avance en disant, allez, en direct, eh ben, inévitablement, ça leur met aussi un coup de boost, valorise leur entreprise, mais en même temps, ça leur met un petit peu une pression, une gentille pression, parce qu'ils l'ont accepté. Ce que je voulais voir avec toi, c'est, en fait, j'avais l'impression quand tu disais, il y a plusieurs sortes de courtiers en travaux. C'est ça la Oui, question que je me posais. Il y a le courtier en travaux qui va, entre guillemets, juste faire un devis, il a son petit réseau sur Internet, puis il trouve, enfin, il sort, je sais pas, des devis un peu automatiques, je sais pas comment dire. J'ai l'impression il y a des réseaux de courtiers en oui, travaux qui ont une sorte de travail pré-mâché, ils donnent le devis et c'est plus des commerciaux oui. que vraiment des suiveurs de travaux, comme tu disais, le suivi de chantier. À l'origine, le métier de courtier en travaux, c'est les gens qui faisaient du courtage strict. C'est-à-dire que tu l'appelles, tu lui dis, bon, je dois refaire la toiture de la maison. Est-ce que tu peux me trouver 3 devis et me négocier le meilleur devis?
Donc, soit s'il est honnête vraiment, il a trois vraies entreprises et il te fait trois vrais devis et il prend sa marge. Donc, c'est avec une commission et l'entreprise, dès que le devis est signé et que la première acompte est versée, eh ben, il y a le courtier en travaux récupère une marge et puis après, chacun se débrouille de son côté. Toi, tu as obtenu ton devis, tu l'as signé. Tu sais qu'il y a une commission, mais il faut quand même vérifier quel est le prix de la commission parce que si effectivement son réseau est un peu fermé et que si, moi, ce que je conseille toujours sur des grosses opérations, soit le courtier, il est vraiment transparent et tu lui demandes c'est quoi ton taux de courtage, il te dire c'est 5, c'est 8, c'est 10, c'est 12, c'est 15, ça va quelquefois jusqu'à 15. Il faut être transparent parce que si toi, de ton côté, tu dis attends, 15% de marge, ça veut dire que moi, si je demande à côté un ou deux devis sans passer par le réseau du courtier, je vais trouver 10% moins cher ou moins, quoi, sans Bah oui. négociation. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, si c'est juste pour une couverture, j'ai pas besoin. Donc, les courtiers, au début, ont fait comme ça, et quelquefois, ils ont même, tu as raison, il y a eu quelquefois de la magouille parce qu'ils vont dire, bah, ils vous envoient qu'un seul devis en disant, mais t'inquiète pas, c'est celui qui est négocié. Mais tu n'as même pas vu la couleur des deux autres. Ah, tu sais même pas ce qui s'est passé. Donc, il faut absolument demander à voir les trois devis. Et puis, quand les devis, ça aussi, c'est très important pour n'importe quel investisseur, avec ou sans courtier en travaux, quand le devis n'est pas du tout précis, c'est-à-dire c'est prestation de maçonnerie pour l'extension, et puis qu'il y a juste un prix sans détail, surtout, vous signez jamais un devis comme ça où il y a une enveloppe globale en disant, bon, montage des murs, de la dalle, raidisseur et tout, il y a très peu de détails, c'est-à-dire en quatre lignes et vous avez le prix, vous avez 12 000 euros en bas, et ben, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut pouvoir avoir les éléments de comparaison et justement, le courtier en travaux AMO, il va vous donner, avant même les devis, il va vous donner un descriptif quantitatif lot par lot avec tous les détails qui va faire quand vous allez recevoir le devis, vous allez comparer avec le descriptif du courtier en travaux et vous allez pouvoir comparer ligne à ligne si l'artisan, d'une part, il n'a rien oublié et quel est son prix. Et puis, vous allez pouvoir dire, bon, on va pouvoir négocier cette ligne-là, parce que vous m'avez dit que cette ligne-là, c'est coûté entre temps et temps, parce qu'on décompose à ce point-là, si vous voulez. Notre métier, c'est être capable de décomposer le mètre carré de placo, le mètre carré, le linéaire de bande, le linéaire de plainte, tout est décomposé dans la prestation avant la levée des devis. Donc, il y a pas, enfin, on donne un outil incroyable pour l'investisseur de savoir quelles sont les lignes sur lesquelles finalement il ne va peut-être pas investir en disant bah, ça, je vais le faire moi-même si ça coûte si cher que ça. Et est-ce que je ne peux pas économiser ou je vais faire un week-end avec les copains parce que je vais. Et donc, ça, on l'explique une fois que, bien sûr, que le contrat est signé. Parce que quelquefois, moi, ça m'est arrivé de me faire avoir parce que le client m'a dit allez, Olivier, c'est quoi une relation de confiance, on travaille avec toi. Puis en fait, j'en ai trop dit, trop donné. Puis après, il s'est débrouillé tout seul sans moi. Je n'ai pas trouvé ça honnête, mais bon à un moment ou l'autre, on se fait tout savoir quand on est Ouais. trop gentil, trop gentil. Mais alors, en fait, en gros, ce que tu veux quand même dire, c'est qu'il y a deux sortes de courtiers quand même. C'est qu'il y a Oui, les courtiers qui suivent les chantiers et il y a les courtiers qui font juste en fait la passerelle commerciale entre deux interlocuteurs. Et du coup, moi, en tant qu'investisseur, bah, je vois pas trop l'intérêt de celui qui fait juste la passerelle parce que après, il faut que je suive le chantier moi-même. oui. Donc, au final, j'ai pas eu le feeling avec les gens, j'ai pas eu le Mm. feeling avec les entrepreneurs. Donc, en fait, le vrai intérêt, c'est de s'intéresser à un courtier en travaux qui va faire le suivi de chantier derrière. Qui va faire en fait une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage Ok. complète. Et ça, du coup, c'est facturé en plus des 12% ou c'est inclus dans les 12%? Alors, le métier d'assistant maître d'ouvrage se décompose en trois phases. Une première phase qui on appelle la phase de programmation. On définit le projet, on fait le dossier programme, on fait l'estimation des coûts travaux. Deuxième phase qui est la phase de courtage, en fait, de négociation des devis, levée des devis, négociation des devis. Et donc là, on négocie, hein, parce que même si les artisans me connaissent, je vais leur dire, bah, si tu veux ce marché-là, là, je te demande de baisser de 10%, 5%, cette ligne-là, tu la revois à la baisse. Si tu veux passer, sinon, je t'inquiète pas, j'ai d'autres artisans derrière. Donc, je vais négocier le devis. C'est la phase 2 sur laquelle moi, je suis rémunéré par les artisans, s'ils sont retenus. La phase 1, je suis payé par le client, par le donneur d'ordre, c'est-à-dire par l'investisseur. Et la phase d'assistance au suivi de travaux, je suis payé par l'investisseur qui, du coup, va avoir besoin d'avoir quelqu'un qui va l'aider dans l'accompagnement et le suivi dont on négocie. Et le total pour moi, c'est à peu près 12%. Ok, le total de l'ensemble. Ah oui, donc c'est quand même très intéressant, c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est ce que prenaient autrefois les architectes lorsqu'ils faisaient tout de A à Z. Ok, donc je comprends très bien. J'avais encore deux questions.
J'avais la question par rapport à un investisseur qui se lance et puis qui est un peu perdu en termes d'estimation des coûts de travaux. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qui revient très souvent. C'est oui, Dorine, je fais mes visites, mais j'ai aucune idée de combien ça coûte. Est-ce que si on sait qu'on fait un projet, par exemple, localisé dans un endroit, on sait qu'on veut investir, est-ce qu'on peut contacter un courtier en travaux qui fait le suivi de chantier en disant bah, écoutez, moi, ça m'intéresse de travailler avec vous. Ce sera peut-être pas ce projet-là, mais je sais que je vais investir dans le secteur dans les 6 prochains mois. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour me donner un avis d'estimation de travaux? Ou est-ce que ça, c'est vraiment trop pénible, les gens qui n'ont pas encore signé chez le notaire? Non, c'est pas trop pénible du tout. En fait, mes rapporteurs d'affaires sont souvent des agents immobiliers qui, du coup, ont. Alors, soit c'est des gens qui connaissent le métier de courtier en travaux, mais tout le monde ne le connaît pas. Donc, je vais vous donner le cas de figure. Un agent immobilier avec lequel je travaille m'appelle, me dit, Olivier, voilà, j'ai des clients qui sont très intéressés. Ils en sont à leur troisième visite. La maison coûte, je dis n'importe quoi, 200 000. Ils savent qu'il y a de gros travaux. Ils veulent savoir si c'est cohérent pour eux et par rapport à leur budget d'acheter et de faire la rénovation. Est-ce que tu peux venir? Je viens gratuitement, j'insiste, je viens gratuitement en expliquant que je veux être en présence des investisseurs potentiels, je veux les entendre eux, donc je fais la visite avec eux, je prends mon petit carnet et je note au fur et à mesure, là on voudrait faire une ouverture, là on veut faire tomber les cloisons, là on veut refaire toute l'électricité, je note tout. Et je leur dis, dans 24 heures, sous 24 heures, je vous envoie une estimation des coûts de travaux globale, gratuitement. Je vais vous lire sur la base de tout ce que vous m'avez dit, ça va vous coûter entre temps et temps. Et je donne rien de plus. Je leur dis, ça va vous coûter entre 84 et 91 000 euros de travaux, par exemple. Si eux, mais je leur dis, le reste, si vous vouliez aller plus loin, là, on va contractualiser. Moi, en fait, c'est une sorte de prestation d'appel d'offres, c'est-à-dire que je leur dis, si vous achetez la maison et si vous revenez vers moi, moi, je m'engage à vous trouver les artisans pour vous faire dans cette enveloppe que je vous ai annoncée. Ouais, c'est très bien. En fait, c'est tout à fait suffisant pour savoir si on se positionne ou pas sur un projet. Et Exactement. évidemment, une fois qu'on a signé, en tout cas, le compromis et qu'on sait qu'on va faire les choses, on peut commencer à attaquer le devis. Et j'ai plusieurs investisseurs qui m'ont appelé comme ça et qui finalement ça n'a pas donné suite et ils m'ont dit bah, finalement on ne fait pas les travaux, ça va coûter trop cher, beaucoup plus qu'on imaginait. Et puis quelquefois parce que j'ai aussi l'œil et le métier, je leur vais leur dire en aparté, ouais, mais j'ai dit mais là vous vous rendez pas compte, la charpente est plus abîmée que vous n'imaginez, vous ne me parlez pas de la charpente, mais moi je vous dis là vous pouvez pas ne pas toucher la charpente, il va falloir renforcer la charpente. Ah bon? Et donc je leur fais ouvrir les yeux aussi sur des choses. Enfin, enfin, là, j'ai un rôle de conseil comme n'importe qui dans le monde de la construction, et parce qu'ils ne le voient pas forcément. Imagine un investisseur, donc du coup, qui est intéressé par contacter un courtier en travaux. Comment est-ce que je sais qu'un courtier en travaux, il est compétent? Enfin, comment parce que je sais qu'il y a des sociétés maintenant qui sont un peu dans toute la France, des sortes de, j'ai pas envie de donner de noms, mais de franchises. Oui. Et je sais pas, moi, les franchises, ça me fait toujours un peu peur parce que j'aime bien le côté humain d'une Oui. personne. Et comment on fait pour s'y retrouver dans les courtiers en travaux? Pour moi, il y a plusieurs critères. Un, aujourd'hui, pour des raisons même d'investissement, simplement sur des raisons financières, je pense que ce n'est pas intéressant financièrement de faire appel uniquement à quelqu'un qui fait du courtage strict, sauf si vous avez uniquement un lot de travaux concernés. Vous avez un couvreur, une couverture à refaire, par exemple, et que les couvreurs aujourd'hui sont sous l'eau parce qu'ils ont trop de travail. L'avantage de ce genre de prestation, c'est que les entreprises connaissent le courtier. Bien sûr, ça va probablement être plus cher, mais vous avez de fortes chances que vous allez avoir un interlocuteur dans les 3 mois qui va intervenir sur votre chantier. Donc, si vous voulez opter sur la rapidité, ça va peut-être vous coûter, on va dire, 12-15% plus cher, mais au moins, vous n'allez pas attendre un an. Ça peut être intéressant quand c'est une prestation une grosse prestation sur des lots qui sont compliqués. Je dis couvreur parce que c'est effectivement un métier en tension aujourd'hui et qu'on n'a pas assez de couvreurs sur le territoire Ouais, français. ouais, j'approuve. Ça fait un an qu'on attend que notre couvreur intervienne sur deux de nos toits et c'est très compliqué. Pour vous donner un exemple, quand les gens m'appellent, et pas plus tard que la semaine dernière, donc ils veulent des devis pour refaire une couverture, charpente et couverture, c'est pas un gros bâtiment. Les devis, en 15 jours, j'ai les devis des deux artisans, je les négocier et ils interviendront au mois de janvier. Bah voilà. Donc, premier avantage, quand on a un besoin sur un corps de métier en forte tension, là, un courtier, même un courtier entre guillemets uniquement commercial, je sais pas si c'est comme un courtier en travaux uniquement commercial, Oui, oui. ça peut être intéressant. Ensuite, deuxième cas, du coup, tu continuais. Alors oui, c'est-à-dire que ça, c'est le seul intérêt que je vois
au courtage en travaux strict. Autrement, Ok. sur le plan financier, ça ne va pas être rentable pour vous. Par contre, celui qui est, et la plupart aujourd'hui, j'ai envie de dire que 70% des courtiers en travaux aujourd'hui sont en train d'intégrer la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, y compris les franchises, hein, pour ne pas les nommer, les plus grosses franchises font aujourd'hui de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le compliqué, c'est que comme toute franchise, il y a un système pyramidal, donc il y en a quelques-uns en haut qui récupèrent, qui vivent uniquement des rentrées du pourcentage de ce que ceux qui sont en bas leur reversent. Donc dans toute franchise, il y a 5% de ce que gagne le franchisé, donc de ce que gagne le courtier en travaux, qui est reversé à la structure, plus 20 000 euros pour rentrer dans la franchise, plus les frais de formation. Donc, en fait, Ah, ça coûte 20 000 euros, grosso modo, pour rentrer dans une franchise quand on est à courtier en peu, travaux. ouais, à peu près, il y en a un peu moins cher, il y en a plus cher, mais à peu près 20 000 euros. Et plus, quelquefois, des obligations d'avoir un local commercial, alors que c'est pas du tout un métier pour Ah lequel il y bah a oui. besoin d'un local commercial, parce que ça fait de la publicité visuelle pour la franchise. Donc, il y a des contraintes comme ça qui font que, en fait, c'est pas forcément intéressant financièrement pour un courtier en travaux de s'installer sous une franchise, même si c'est très sécurisant au début, comme dans toute franchise, c'est intéressant. Donc, après, il faut vous poser la question de la transparence. Et c'est facile de le vérifier. Un, quel est votre taux de courtage? Normalement, on le trouve assez facilement si soit la personne vous le dit en direct, soit vous contactez la franchise. Et si vous voulez vérifier, je vais vous dire le truc qu'il faut faire. Vous appelez la franchise et vous dites, voilà, je suis très intéressé par votre métier. J'aimerais bien rentrer dans votre franchise. Donc, vous faites passer par quelqu'un qui voudrait devenir franchisé. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et donc, à un moment, l'interlocuteur va vous lâcher le taux de courtage que pratique la franchise. Et au moins, vous savez que le courtier en travaux, eh ben, il est au moins sur ce taux de courtage-là. Et vous calculez en votre tête, OK, là, il prend 12% ou il prend 15% de courtage. Ça veut dire que même si on vous dit que le courtier en travaux, finalement, il fait une prestation, il rapporte l'affaire à l'artisan et que l'artisan va baisser son devis et qu'il rembourse. Mais non, n'importe quoi. L'artisan, il va pas baisser sa marge pour le plaisir du courtier en travaux. Bien sûr, ça lui rapporte un chantier qui va être un peu coordonné, ça va être une plus-value pour lui, mais il faut pas se leurrer. L'artisan rajoute les frais de courtage à son devis. Donc, si le taux de courtage est trop important, eh ben, en fait, c'est pas intéressant et c'est encore moins intéressant si le courtier en travaux ne fonctionne qu'avec des entreprises générales du bâtiment. Parce qu'il y aura la marge, on en a parlé tout à l'heure, la marge de l'entreprise générale du bâtiment, plus la marge du courtier. Et vous allez avoir 30% plus cher que ce que vous auriez fait si vous étiez passé par des petits artisans. Donc, il faut vérifier le taux de courtage et vous avez, dans les trois quarts des cas, les courtiers disent ce qu'ils pratiquent. Moi, je ne vais pas vous le dire parce Ok, que je suis le moins cher de tous ceux qui le font en France. ok, mais quand on est passionné, on a du mal à se facturer aussi. Même mes stagiaires ne savent pas mais je conseille à mes stagiaires, donc là c'est transparent, de pratiquer un taux de courtage entre 5 et 10%. Moi, c'est ce que je leur conseille. Mais moi, je ne suis pas à 5%. Voilà, c'est pour. Donc, j'ai une prestation à côté. J'estime par contre, je vais peut-être faire payer un petit peu plus l'accompagnement des suivis de travaux parce que j'ai une compétence que j'ai accumulée au fil des années, que je peux me permettre de faire payer un peu plus cher. Et du coup, je travaille que sur des opérations importantes et volumineuses où il faut un vrai degré de compétence, chose que tous les courtiers en travaux n'accepteraient pas d'aller sur des opérations trop importantes. C'est un peu trop vertigineux, quoi. Ouais, surtout quand on démarre et que le courtier Oui. en travaux est dans ses premières années. Et ensuite, ben, il faut vérifier que la personne a suivi une formation. Ok. Et on peut demander. Ouais, parce que c'est ce que tu m'expliquais en off avant d'enregistrer l'épisode, c'est qu'en réalité, le métier de courtier en travaux, c'est pas un métier réglementé en termes de diplôme ou en termes de... N'importe qui, et moi j'ai le cas, hein, j'ai appris, je connais qu'un tel courtier en travaux à tel endroit, là, au coin de la rue, et je discute, hein, et j'ai dit, mais du coup, tu as suivi quoi comme formation? Ah ben, moi, formation sur le tas, j'ai rénové 2 appartements, j'ai trouvé ça génial, et je me suis lancé comme courtier en travaux. Ah, et j'ai dit, c'est tout? Ah ouais, ouais, mais t'inquiète pas, j'ai géré comme un fou avec les artisans, c'était génial. Donc oui, tant mieux, ça s'est bien passé, mais ça suffit pas sur le plan juridique, administratif, sur le plan de la responsabilité. Donc c'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait créer une formation d'une part, et puis et travailler à la réglementation. Donc là, je suis en train de faire, il va y avoir, alors, si c'est pas cette année, ça sera l'an prochain, mais il va y avoir un diplôme un titre professionnel métier de courtier en travaux, assistant maître d'ouvrage, qui devrait sortir du chapeau en 2024. Ah bah trop bien. Donc en gros, tu es le futur chef de tous les courtiers en travaux de France En tout cas, pour la formation, pour la formation. pour la formation. Non, mais c'est génial en tout cas.
Ce qui est chouette, c'est que tu as vraiment la passion, je le sens, de ton métier. Et ça, j'adore interviewer des gens passionnés. En tout cas, je pense qu'on a donné pas mal de pistes et c'était super intéressant pour les auditeurs par rapport au courtage. Et en tout cas, de comment envisager potentiellement de faire appel à un courtier en travaux. Donc, je pense que là, les auditeurs, ils ont tout compris grâce à toi. Si jamais, parce que je sais que dans mon audience, il y a des personnes qui sont vraiment passionnées par les travaux et pour qui ils se disent, bah, peut-être après mon investissement, comme celui que tu viens de dire, au bout de 2 apparts rénovés, ça s'est super bien passé, tiens, pourquoi je ne pourrais pas faire courtier en travaux? Et bah, peut-être que vous serez intéressé potentiellement par Olivier par rapport à son organisme de formation de courtier en travaux. Donc, comment est-ce que les gens peuvent potentiellement te contacter s'ils t'ont bien aimé et qu'ils ont envie de te Bon, suivre? c'est très facile, hein. On va sur n'importe quel moteur de recherche, on met formation, courtier, travaux, ces 3 mots, et on nous trouve tout de suite, hein. Donc, on est très bien référencé. L'Institut de formation courtier en travaux, la particularité, c'est que c'est une formation totalement à distance, donc que vous soyez aux 4 coins de la France, et c'est de l'e-learning, c'est même pas de la webconférence, c'est-à-dire que vous pouvez suivre ça le matin, le soir, le week-end, les vacances, quand vous voulez, le jour, la nuit. C'est relativement solide comme formation. Si vous le faites à plein temps, ça prend 4 mois. Si vous le faites en cours du soir, j'ai envie de dire 8 à 10 mois, voire un an. On peut le faire sur un an. Et puis, c'est moi qui assure l'accompagnement téléphonique à distance de tous les stagiaires. Donc, je fais une partie de mon métier comme ça. Et d'ailleurs, dans cette formation, du coup, tu t'apprends, j'imagine, un peu la partie négociation, devis, etc., mais aussi le concret pour comprendre, je sais pas, les bases des travaux. Enfin, tu t'expliques tout ça Toutes aussi. les techniques de la construction sont abordées, la stratégie commerciale est abordée, les outils pour estimer les coûts de travaux sont abordés, tous les petits trucs et astuces, les maquettes de contrats, tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de métier est donné dans la formation. Excellent. Et c'est éligible au CPF ou pas, Et bien ta justement, pas formation? encore, parce que pour que ça soit éligible au CPF, il faut que ce soit une profession réglementée. Donc il faut un titre professionnel. S'il n'y a pas de titre professionnel, il n'y a pas de CPF. Donc comme pas mal de gens ont quand même quelques points de CPF, et ben on travaille là-dessus justement pour permettre à un certain nombre de gens qui pour le moment se disent ben tant que c'est pas éligible au CPF, je fais pas. Et c'est pour ça que j'ai travaillé à l'élaboration d'un nouveau titre professionnel qui, je l'espère, verra le jour en 2024. Eh ben, c'est super. Bah, merci beaucoup, Olivier, en tout cas, d'avoir partagé ta passion avec moi autour de ce micro. Et puis, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode pour les personnes qui ont envie de s'intéresser à ton institut de formation. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et bonne journée à tous les auditeurs. À bientôt, Dorine, merci.